Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les Interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur du podcast d'aujourd'hui s'appelle Jean Van Est. C'est la deuxième fois que je l'interviewe. La première fois, c'était, il y a bien longtemps, dans les années 80. Et il est toujours le chanteur du groupe Les Naufragés du Silence. À l'époque, lors de la première interview, il m'avait dit « Les Naufragés du Silence, leur style de musique, c'est du rock baudelairien. » Alors moi, j'ai eu envie de savoir, est-ce que le style, c'est toujours du rock baudelairien ? Bonjour Jean Van Est, ça fait plaisir de vous retrouver après toutes ces années. J'ai une question pour vous. Comment est venue cette envie de chanter ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, j'allais beaucoup aux concerts. J'ai vu énormément de concerts dans les années 80, fin des années 70, début 80. J'ai été voir plein de groupes à cette époque-là. Je me souviens des premiers concerts de Police, Dire Straits, Queen. Enfin, j'ai été fasciné par la magie des groupes qui étaient sur scène. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire ça un jour. Et puis petit à petit, l'idée a fait son chemin. Et puis j'ai rencontré des amis, ça a commencé sur les bancs de l'école et on s'est dit s'ils le font, nous aussi, pourquoi pas. Et puis je me suis retrouvé avec des amis, j'ai commencé l'écriture des chansons, au début à tâtons, c'était un petit peu brouillon et puis c'est devenu quelque chose de, on va dire, de plus naturel, de plus structuré aussi. Et donc voilà, ça c'est vraiment les prémices de l'histoire de l'écriture des chansons. Avant les Naufragés du Silence, est-ce que vous faisiez partie d'un autre groupe ou bien est-ce que vous faisiez des choses en solo ? Non, alors à ce moment-là, avec les Naufragés du Silence, ça a vraiment été le début de tout, les Naufragés du Silence. Donc on a commencé les Naufragés du Silence et puis on a construit autour du groupe sur les bancs de l'école. En fait, on s'est rencontrés à l'école et on s'épaulait les uns les autres et on s'est dit on va faire de la musique ensemble. Puisqu'on aimait un peu le même style de musique à l'époque, la New Wave, c'était les débuts d'Indochine aussi. Donc voilà, donc c'était vraiment cette conjonction, on va dire, de rencontres qui a fait qu'on a commencé la musique tous ensemble, avec très peu de bagages en fait. On a peut-être 3 accords de guitare, un stylo, une feuille de papier et un enregistreur à cassette sur lequel on enregistrait nos petites idées, quoi. Donc vous étiez tous étudiants dans la même classe, c'était à l'Athénée La Brise à Watermal-Boisfort, on précise. Oui, voilà, tout à fait. On n'était pas tous étudiants dans la même classe, parce qu'il y en avait qui étaient au-dessus. 1 an ou 2 ans au-dessus, je pense au bassiste par exemple. Mais sinon avec Ben, qui est le petit Ben, qui était le guitariste, et Joe, le batteur, on était dans la même année en fait. Et là, on a commencé à se voir le mercredi après-midi. On s'est dit, on va profiter du mercredi après-midi. C'est comme ça qu'on a commencé à se retrouver. Et puis on faisait des petites répétitions avec nos petits instruments. C'est vraiment comme ça. Et puis Ben est arrivé aussi. On a répété avec Ben. Et Ben qui était un peu, qui avait déjà 2 ans, donc c'était le plus grand, était un peu plus structuré. Lui avait déjà un groupe à ce moment-là. Dans lequel il faisait de la batterie, mais il a décidé de changer d'instrument et il a pris la basse.
Les répétitions, elles se déroulaient où? Dans un garage, ou bien vous aviez une salle qui était donnée par la commune à Copainville, par exemple, qui était la maison des jeunes, qui se situait à l'époque au stade des Trois-Tilleuls? Oui, c'est ça. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a commencé à répéter dans le grenier du guitariste. Enfin, chez ses parents, en fait, qui avaient un grenier à Boisfort, près de la place Ken. On a commencé les répétitions là. Et puis dans la cave du bassiste aussi, donc on répétait dans les greniers, dans les caves. C'était notre tout début. Par contre, on dérangeait les voisins, et donc on nous a conseillé gentiment de déménager parce qu'on jouait trop fort. Et puis on a répété à Copainville, mais je pense que c'est arrivé 2 fois. Le gros problème, c'est qu'il fallait laisser notre matériel sur place et que c'était dangereux parce qu'on allait se le faire piquer. Donc on voulait pas laisser notre matos. Et donc voilà, pour finir, on s'est retrouvé avec ce petit local de répétition dans le grenier. Et on a répété là, je crois, 3 ans avant de trouver un local plus définitif à Boisfort, dans un petit, dans une arrière-maison. On a pu aussi répéter là quelque temps, quoi. Et comment est venu le nom Les Naufragés du Silence? Qui a eu l'idée de donner ce nom au groupe? Alors ça, c'est souvent la question qu'on nous pose parce que c'est un nom un petit peu particulier. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a brainstormé, évidemment, donc on a fait des réunions, il y a eu beaucoup de discussions autour du nom. Et il y avait quelque chose d'acquis à l'époque, c'est qu'en fait, on aimait beaucoup le nom naufragé. Donc on trouvait qu'on était un petit peu naufragé. Au niveau du look, au niveau de l'état d'esprit, la musique un peu sombre, un peu dark, etc. Donc on s'est dit naufragé, ça sonne pas mal. Mais il existait déjà un groupe à l'époque qui s'appelait Les Naufragés, qui était un groupe breton. Et donc on s'est dit les naufragés, déjà ça existe, donc on va pas pouvoir l'utiliser, on veut pas de confusion. Et lors on s'est dit on va peut-être réfléchir à prolonger ce nom. Et je pense que c'est je pense que c'est le guitariste qui a peut-être qui a peut-être évoqué le nom du silence, qui a dit naufragé du silence. Et alors on était là, ça nous a parlé à tous parce qu'on s'est dit, ça a vraiment du sens, quoi. Naufragé du silence, il y a ce côté lié au son, à la musique. Et c'est aussi un côté un peu énigmatique qu'on adorait. À l'époque, on écoutait beaucoup de groupes dont les noms étaient à consonance, un peu énigmatiques, comme Joy Division, plutôt des groupes anglais, mais c'était vraiment le type de groupe qu'on aimait, quoi. Et quelles étaient vos influences? Vous avez parlé de Joy Division, d'Indochine. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui vous ont influencé? À cette époque-là, on était assez tourné vers l'Angleterre. On écoutait beaucoup de groupes anglais, tout ce qui était musique afterpunk, new wave. En français, il y avait pas grand-chose, à part Téléphone, enfin les groupes qui chantaient en français. Ce qui se passait que nous, par rapport à l'identité du groupe, moi, il y avait une évidence, c'est que je voulais écrire en français et chanter en français. C'était mon ADN. J'étais plus tourné vers des gens comme Gainsbourg, en termes de plaisir musical, enfin plaisir d'écoute, Gainsbourg, Brassens. J'aimais beaucoup l'écriture en soi, mais en groupe français, il y avait Tiefen à l'époque, oui, il y avait Hubert Félix Tiefen, qui était un artiste français qui lui écrivait en français de très belles choses. Et donc on s'est dit, c'est possible. Moi, je me suis dit, c'est possible. J'ai commencé par chanter en anglais, mais c'était catastrophique, c'était pitoyable. Et c'est toujours un peu mon sentiment, c'est que ça doit vraiment être maîtrisé pour avoir du sens. Donc, on chante en français. À l'époque, nos influences, elles étaient anglo-saxonnes, musicalement, on va dire. C'est la grande époque de U2, de Cure. On était archi fans de Cure. Et on s'est dit comment mêler ces deux univers. C'était pas évident, mais en même temps, c'était vraiment ce qu'on aimait. Donc on a commencé comme ça. Et alors les thèmes de nos chansons,
en tout cas, ce qu'on nous disait était un petit peu, c'était l'univers fantastique, un peu le même univers que fantasy, que des groupes comme Ange, donc l'univers un peu médiéval, comme par exemple la chanson L'Alchimiste était un peu un clin d'œil à cette période aussi. Et donc l'écriture est venue naturellement comme ça. Et les parents, ils pensaient quoi de ça? Parce que on peut s'imaginer un groupe de petits jeunes ados qui font du rock. Les parents, ils ne paniquaient pas un petit peu? Moi, je pense que non, parce que nos parents étaient extrêmement bienveillants. Donc il n'y avait pas derrière ça, il y avait beaucoup de soutien, beaucoup de naïveté aussi de notre part. Ben, on était à fond dedans, enfin, c'est-à-dire que les parents nous accueillaient, j'ai des souvenirs qu'on allait dans la région de Deux Acres où la famille du bassiste avait une propriété sur laquelle il y avait une vieille usine désaffectée dans laquelle on allait jouer le week-end. On prenait notre matériel, on allait camper là et on répétait tout un week-end sous le regard bienveillant des parents qui nous disaient vous n'avez besoin de rien, qu'est-ce que vous voulez manger ce midi? Enfin, c'était très familial, très chaleureux. Donc, non, de ce côté-là, on n'a pas eu, on a eu beaucoup, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. On a le père de Joe aussi, qui avait un club qui nous a accueillis pour notre premier concert. Non, c'était d'excellents souvenirs et surtout beaucoup de soutien. Voilà, on n'avait pas affaire à des parents inquiets ou qui nous avaient tracé des routes à l'avance et qui disaient vous n'allez pas faire de la musique. Non, pour ça on a eu beaucoup de chance. Vous parlez de votre premier concert. Est-ce que parfois, est-ce que ça vous est arrivé de croiser quelqu'un qui a dit moi je me rappelle de vous, j'étais là à votre premier concert? Pas grand monde. Non, essentiellement des amis. Oui, il y a eu beaucoup de gens autour de nous encore qui étaient là. Je pense qu'on a rempli un club avec tous les amis de l'école, tous les amis de la classe, tout le monde était là. C'était à Etterbeek d'ailleurs, c'était dans le club qui s'appelait le Tremplin, qui était le club du père de Joe. Je pense que Lou de Prey qui était là aussi, c'était un lieu qui était fort couru par les noctambules. Donc là, c'était vraiment, oui, nos amis proches, dont certains sont restés fidèles et qui sont encore là à nos concerts. Il y a peut-être, allez, je vais dire grosso modo une dizaine de personnes qui ont assisté à notre premier concert au Tremplin. Donc voilà, il reste des gens quand même. Vous avez parlé du soutien des parents. Du côté de la commune de Watermal-Boisfort, il y avait un centre culturel qui existe toujours, qui est toujours très actif. Est-ce qu'on vous soutenait aussi dans la commune de Watermal-Boisfort? On a beaucoup été soutenus par, j'ai un souvenir par la vénerie, par Mirko Popovic. Il nous a énormément soutenus en nous faisant jouer régulièrement à Boisfort. On a beaucoup joué à la Fête des Fleurs à Boisfort. Enfin, chaque année, on jouait à la Fête des Fleurs. On a joué sous le chapiteau, on a joué dans les écuries. C'était un endroit qui était hyper accueillant. Et dès qu'il pouvait nous donner un coup de pouce, il le faisait avec grand plaisir. Et c'était on était un peu la mascotte. C'était chouette parce qu'on avait 16 ans et on avait cette espèce d'environnement extrêmement, et que je le disais, bienveillant. Il n'y avait pas que nos familles, il y avait aussi l'environnement à Boisfort qui était très familial et très convivial. Hein. Je pense que ça l'est toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, Mirko Popovic continue à soutenir les musiciens puisque son petit-fils fait de la musique. Alors, je me rappelle, il y a très longtemps, je vous avais interviewé pour vous demander quel était le style de musique que vous faites. Vous m'avez dit, on fait du rock baudelairien. C'est toujours le cas? Ah oui, ça c'était il y a longtemps, ça alors. C'est ça, voilà. Écoute, je sais pas quoi dire parce qu'en fait, rock baudelairien, ça nous enferme en même temps dans un cadre qui était. Je pense que j'ai utilisé peut-être cette formule à l'époque parce qu'elle avait été utilisée par un journaliste. Je pense que c'était quelqu'un de la presse qui avait parlé de nous en ces termes. Je dirais qu'en fait, on reste profondément attaché à la poésie. Bon, Baudelaire, c'est un peu prétentieux de dire qu'on fait du rock baudelairien quand même. Mais on reste profondément attaché à l'écriture. Et je pense que en termes de rock,
on navigue beaucoup plus dans l'univers musical. Je pense qu'on est plus ouvert, donc on arrive à intégrer des sonorités différentes dans nos chansons, mais ça reste essentiellement, oui, on a de l'écriture poétique, on va dire, ça reste essentiellement poétique, ouais. Donc l'emploi des métaphores, comme Baudelaire, beaucoup de métaphores. Et donc voilà. Enfin, je trouve ça un peu prétentieux quand même de dire qu'on fait du rock baudelairien. On a peut-être dit ça à l'époque, mais maintenant, on s'est assagi. On est devenu plus sage et plus raisonnable. Qui compose les chansons des Naufragés du silence? Alors, en termes de musique, c'est essentiellement le bassiste. Donc Benoît de Skeutener. Et pour ce qui est des parties vocales, c'est moi essentiellement. Donc l'écriture, tout ce qui concerne l'écriture, structure chant, c'est moi. Et on met, en tout cas pour le dernier album des Naufragés, on a vraiment renforcé cette formule, malgré le fait que les autres apportent les arrangements et on réunit et que chacun amène un peu les arrangements par rapport à son instrument. Mais concernant les compositions pures, les bases de morceaux, c'est vraiment nous deux. Et l'inspiration, elle vient d'où? L'inspiration, elle vient du quotidien. Je crois qu'elle vient de nos observations, de ce qu'on vit. C'est souvent les morceaux des Naufragés. C'est souvent une double lecture. Voilà. Au-delà il y a souvent des thèmes qu'on veut aborder, qui sont des thèmes de nos vies, des choses importantes, des choses qui nous touchent. Voilà, comme par exemple le morceau d'ouverture qui parle de l'abandon, j'ai été pêcher le mythe d'Orphée pour parler en filigrane de ma propre expérience de la vie ou de propres choses qui m'arrivent. Voilà, c'est vraiment dans le quotidien qu'on va puiser en essayant de trouver un angle qui est un angle justement métaphorique. Le groupe a été créé en 84, vous avez sorti 2 45 tours. Pourquoi vous n'avez pas sorti d'album dans les années 80 ? Concernant les albums, ce qui a été compliqué, c'est on a eu des deals. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a joué avec Bernard Lavilliers. On a fait le premier Dour Festival. Donc, il y avait Les Innocents, Bernard Lavilliers. À cette occasion, on a des gens qui étaient venus pour nous entendre, qui sont venus de France, qui voulaient nous signer un contrat. Mais on était managé, on n'était pas très bien managé à l'époque. Et on a un manager qui, malheureusement, a fait monter les enchères entre 2 firmes de disques, enfin quelque chose qui nous échappait complètement. Et puis pour finir, le deal s'est pas fait. Mais l'album était fait. Donc l'album était enregistré, l'album était bloqué. On pouvait pas le sortir en autoproduction. Mais l'album a été enregistré à cette période-là, je dirais vers 89. Et je ne l'ai sorti que 4 ans plus tard, quand les droits ont été débloqués. Je l'ai sorti en petit tirage. Je trouvais dommage de ne pas le faire. Mais notre album s'est vraiment retrouvé coincé entre 2 firmes de disques. Et donc il n'est jamais sorti. Mais il était question qu'Étienne Daol produise à un moment. Donc c'était vraiment, on était sur une voie, je vais pas dire une voie royale, mais en tout cas des choses se passaient. Aujourd'hui, si vous tombez sur un de vos 45 tours, celui de 87 ou celui de 88, ça fait quoi de prendre ce 45 tours en main, ou un de ces 2 45 tours? Oui, mais c'est toujours un plaisir. Hein. C'est toujours gai Mais je pense que voilà, ce qui est très gai, c'est de s'apercevoir de l'importance que ces 45 tours peuvent avoir, enfin toute relative, mais pour les gens qui l'ont découvert à l'époque, qui m'en parlent encore, ils disent moi j'ai le premier 45 tours des Naufragés ou le deuxième. Faut savoir que ces 2 45 tours ont eu un parcours différent. Donc le premier est beaucoup passé en radio. C'est quand même, il est passé à l'époque, c'était Radio 21. Donc on a eu beaucoup de support de la part de Jacques de Pierrepont. Il y a vraiment eu des journalistes qui nous adoraient, qui nous ont vraiment soutenus et qui ont beaucoup passé le disque. L'Astronaute maudit est beaucoup passé. La Ronde des Fous aussi. Mais la Ronde des Fous, c'est particulier parce que le 45 tours a été pressé.
Il a été pressé à un certain nombre d'exemplaires, je ne sais plus combien. Et puis la société dans laquelle il était distribué a disparu sur une période d'1 an. Et tout le stock de 45 tours a disparu aussi. Donc il s'en est vendu, je ne sais pas combien, mais il a circulé. Et puis il a disparu. Donc, ce qui fait que ce 45 tours était assez recherché. Et par les collectionneurs ou par les gens qui le cherchaient. Et on n'a jamais retrouvé le stock de 45 tours des naufragés du silence, du deuxième 45 tours. Donc voilà, je profite peut-être pour lancer un appel. Si quelqu'un a retrouvé ce stock de 45 tours, il ne faut pas hésiter à vous contacter. Est-ce que produire un 45 tours ou un 33 tours dans les années 80, c'est similaire de produire un CD aujourd'hui en 2023. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou pas du tout? Je pense qu'ici maintenant, en termes de support numérique, l'industrie musicale a complètement changé. Donc on s'aperçoit que c'est les 33 tours qui font un retour en termes d'objets d'objets sonores qu'on veut garder. Le CD est devenu un peu obsolète, c'est un support qui est devenu un peu obsolète, donc les gens préfèrent sortir un disque. C'est ce qu'on a fait pour le dernier, on a sorti l'album en vinyle. On a fait un tirage limité à 300 exemplaires. Qui se vend bien d'ailleurs, et pour le reste on est sur toutes les plateformes de téléchargement, et la façon de consommer la musique a complètement changé. Maintenant les artistes vivent essentiellement grâce aux revenus des concerts, plus vraiment en termes de droits de reproduction radiophonique. Donc ce qui se passe, c'est que nous ici les morceaux voyage, quoi. Les morceaux voyage. Bon, il y a un pendant, c'est que on peut être diffusé partout dans le monde, sur toutes les plateformes, et en même temps, ma foi, la musique ne se consomme plus comme à l'époque dans les années 80, où le 45 tours, tu vois, se vendait sous le manteau, où qu'on se passait les 45 tours, on enregistrait sur cassette. Moi, j'ai des souvenirs encore, on enregistrait sur cassette. Voilà. Après les deux 45 tours, que sont devenus les membres? Parce qu'on a eu l'impression qu'il y a eu une sorte de flottement. On avait l'impression que les naufragés du silence avaient disparu. Qu'est-ce qu'ils ont fait les musiciens et vous durant cette période de flottement, juste avant Orphée, donc qui est le premier vrai album du groupe Les Naufragés du Silence? On est tous restés dans la musique, hein, tous à nos niveaux différents. Le batteur a il a intégré un groupe qui s'appelle Betty Goes Green, qui a été très actif dans les années 90. Il a continué à faire lui continue à faire de la musique aussi. Ben a monté un groupe à l'époque qui s'appelait Plasticine, après Les Naufragés, qui a tourné pas mal d'années avant qu'il ne se consacre à la chanson pour enfants, sous la dénomination Grand Ben, et qui joue beaucoup, très actif dans le domaine de la musique pour enfants. Le guitariste Michael a monté le groupe Ginzu, qui a bien marché pendant quelques années, qui a beaucoup tourné, qui a fait de nombreux festivals en Europe et ailleurs. Donc voilà, moi j'ai continué la musique aussi, j'ai sorti un album solo dans les années 90, mais on a été moins actifs du fait on est arrivé un petit peu au bout du chemin, je veux dire. La dernière chose qu'on a faite avec Les Naufragés, c'est une tournée en Pologne. On a fait une tournée en Pologne de 10 dates, qui a été, on va dire, l'épilogue de notre histoire. Et donc on a terminé avec Perte et Fracas à Varsovie, où on a laissé notre dernier guitariste sur le trottoir, qui a décidé de vivre de se réinstaller, qui était polonais, notre dernier guitariste, qui a décidé de rester à Varsovie. Et donc nous on est revenu en Belgique. J'ai encore fait quelques trucs avec Ben, mais c'était vraiment très léger. Je crois qu'on était arrivé au bout du chemin. Mine de rien, ça faisait déjà quelques années qu'on était occupés, qu'on s'usait, on était quand même... on avait la vingtaine bien frappée, on était un peu fatigués, je crois. Et on avait envie d'autre chose, musicalement, on avait envie d'autre chose, on était arrivé au bout du chemin. Par contre, moi, j'ai vraiment tenu à sortir l'album
qui devait sortir, donc qui était plutôt l'album posthume des Naufragés, avant que 25 ans plus tard, on ne se décide, lors de l'anniversaire d'un ami, à remettre le couvert. Et mais sinon, je crois qu'il se serait rien passé si on n'avait pas fait ça. Donc, on a fait quand même ces nouvelles répétitions en se disant, il y a toujours du jus, on a toujours de la créativité. Et donc, c'est vrai, le vrai album des Naufragés est sorti 25 ans plus tard. Donc, en 2020, l'album s'appelle Orphée. Il y a une chanson en anglais, ça m'a étonné parce que vous ne chantiez que en français. Et puis, il y a cette chanson Automne que vous chantez. Pourquoi avoir voulu chanter une chanson en anglais ? C'est pas vraiment la chanson est en français, hein, mais c'est le refrain qui est en anglais. Donc c'est un clin d'œil, et ça c'est paradoxal parce que c'est un morceau qui a été composé, c'est un morceau de plasticine en fait. Et on était en répétition, et donc j'ai proposé, c'est un morceau de plasticine que j'ai toujours beaucoup apprécié. J'ai dit à Ben, mais est-ce qu'on pourrait pas faire une reprise Automne ? Parce que je trouvais qu'il sonnait, il avait une connotation naufragée. Donc on a joué Automne. Et le morceau est chanté en français, mais le refrain est en anglais, effectivement. Est-ce qu'il y a quand même des relents des années 80 dans cet album de 2020, donc qui s'appelle Orphée ? Indéniablement, je pense qu'on a une sonorité dont on a du mal à se détacher, et qui est notre empreinte, on va dire notre signature. C'est cette espèce de mix, cette espèce de quête permanente qu'on a toujours eue en ligne de mire, c'est de marier la langue française avec la musique qui nous faisait vibrer à l'époque, qui était la musique anglo-saxonne, qui est la musique plus rock. C'est une équation pas facile, hein. Elle a été, il y a peu de groupes qui la réussissent. Je pense à Téléphone qui est parvenu à faire d'excellents morceaux. Et donc, mais c'était toujours un peu notre truc. Donc fondamentalement, on s'est dit, là, c'est notre signature sonore, c'est c'est ce son-là, Naufragé. Et alors notre réflexion, c'était, mais cet album, en fait, il nous correspond vraiment. C'est-à-dire, on est là, à l'écoute du disque. Quand on l'a écouté, il a été produit en studio par Phil de Lire, qui était l'ingénieur du son de Noir Désir, de Bachung, c'est lui qui a beaucoup travaillé. On a mixé l'album à l'ICP. Donc lui, en producteur-mixeur, on est allé le voir directement en lui disant, est-ce qu'on peut faire appel à toi pour la signature de l'album ? Et il a tout de suite compris ce qu'on voulait comme son. Et donc il a pris les tracks et il a fait un travail formidable, Phil de Lire, sur le disque. Et à l'écoute, après, on a dit, je pense qu'on a atteint notre objectif, quoi. Et le public, est-ce que c'est ceux qui vous suivaient depuis les années 80 ou bien vous avez des petits jeunes ados qui vous découvrent ? Essentiellement, c'est notre public de fidèles. On a un public de fidèles. On a joué au Botanique, on a fait la première partie d'Antoine Hénault. Et alors, à cette occasion, tout notre public est venu nous voir avec, évidemment, nos enfants. Donc, nos enfants, les amis de nos enfants, un nouveau public qui est un public évidemment plus jeune, mais qui est très curieux, qui a beaucoup accroché, qui trouvait que... à qui ça plaisait. Alors on s'est dit, en fait c'est génial parce qu'on arrive à fédérer ces publics qui sont des publics un peu différents, mais pour nous c'était cette espèce de geste en se disant, enfin, le plaisir de faire de la musique est tellement omniprésent, toujours là. Parce que ce qui nous a motivés essentiellement, et je dirais ce plaisir est communicatif. C'est pas une question d'âge, je crois que c'est une question d'esprit, d'âme, de cœur. Les gens qui viennent et qui partagent, c'est pas une question d'âge. C'est des gens qui viennent, qui nous sentent intègres et qui nous sentent passionnés. Et ça, ils adhèrent tout de suite. Où les gens sentent quand c'est pas sincère. On trompe personne, quoi. Ici, les Naufragés du silence, c'est vraiment quelque chose qui est resté en permanence intègre,
avec cette idée que on est dans une forme de vérité, d'émotion, et qui est préservée après toutes ces années, après bientôt 40 ans. Enfin, je veux dire, c'est fou, parce que le temps passe, mais en termes de concert, on a toujours cette énergie. Les gens sont en disant, c'est dingue, parce que vous avez une pêche incroyable. Mais je crois que c'est cette espèce justement de désir et de plaisir. Désir, plaisir. Ouais, ouais. Par rapport à la place des artistes dans les médias, aujourd'hui, quand on écoute des radios, on a un peu l'impression qu'en Belgique, il n'y a que Stromae et Angèle. Est-ce que dans les années 80, il y avait plus d'ouverture pour les artistes qui émergeaient, les artistes nouveaux ? J'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression qu'on était, voilà, tout l'environnement était toujours compliqué. Je veux dire, c'est les artistes qui maintenant sont, je trouve, très courageux, très méritants. C'est une autre façon j'ai l'impression que maintenant on est plus dans une dimension professionnelle qu'à l'époque. À l'époque, c'était peut-être plus semi-amateur. Il n'y avait pas vraiment de structure. Il y avait pas, enfin, ça existait sans doute, mais nous, dans notre domaine, c'était plutôt de l'amateurisme. Moi, je sais que le premier 45 tours, on a débarqué, nous, avec le 45 tours. On est arrivé à la RTBF comme des innocents et on a dit, on veut que vous passiez notre disque. Et alors, on a été, bien, Dieu merci, on a été bien accueillis. Les gens nous ont pas foutus à la porte. Enfin, c'est peut-être certains, je m'en souviens plus. Mais c'était vraiment. Il y avait Claude Delacroix. J'ai un souvenir de Claude Delacroix qui était un mec génial qui nous a vraiment accueillis et qui a dit quoi, c'est magnifique, des petits jeunes qui sortent un disque. Voilà. Maintenant, je pense que ça ne doit pas être très différent. Par contre, l'offre est restée, la demande est restée énorme et l'offre l'est beaucoup moins. Donc, c'est des conditions qui restent difficiles. Moi, je veux dire, des jeunes qui font la musique maintenant, ils sont super méritants parce qu'il faut. C'est beaucoup de difficultés pour se faire entendre. On fait de la musique maintenant à la maison. Il n'y a pas de raison qu'on passe plus qu'un autre. Voilà. Donc pour moi, l'environnement est pas plus facile qu'à notre époque. Nous, ce qui nous, entre guillemets, comment dire, motivait, c'était le groupe. On n'était pas tous seuls. Enfin, je veux dire, on était une bande de 5 cocos et c'était une bande de copains et on s'était fixé un objectif, c'était de faire un maximum de concerts et de toucher un maximum de gens et qu'on se fasse entendre coûte que coûte. Mais je pense pas que c'était plus facile. Il y avait vraiment un niveau c'était un niveau qui restait exigeant malgré tout parce que moi, j'ai des souvenirs qu'on était, on n'était pas tout le temps bien traités. On nous considérait aussi comme des débutants. Et à côté de ça, on avait du soutien, parfois du rejet aussi. Et parfois, on était confronté à la dure réalité du management, des enjeux financiers des firmes de disques. C'était un monde sauvage, quoi. Enfin, c'était un monde sauvage. C'était un monde impitoyable où les gens autour de nous qui avaient, entre guillemets, la chance d'être signés par une firme de disques nous disaient bon, ben maintenant, il va falloir qu'on sorte 3 albums sur 3 ans. Donc il y avait une pression supplémentaire. On était assez admiratifs en même temps, mais on se disait, il rentrait dans un monde, dans un nouveau monde, quoi. On va un peu revenir au groupe. L'album Orphée donc, est sorti en 2020. Les membres, les musiciens qui jouaient dans ce groupe, est-ce que ce sont les mêmes que le groupe, que ceux qu'on retrouvait à l'époque, ou bien il y a eu quelques changements ? Essentiellement, c'est le même line-up. Donc c'est les mêmes gens. Donc il y a Ben à la basse, Joe à la batterie, Michael à la guitare, moi au chant. Et alors on avait un 5e musicien additionnel qui s'appelle Laurent, qui est venu compléter le line-up d'origine.
Peter Soldan, malheureusement, qui était clavieriste du groupe, n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons professionnelles, et puis il vit beaucoup à l'étranger. Le premier guitariste du groupe, malheureusement, lui, n'était plus non plus en mesure de nous accompagner. Donc voilà, mais c'était le groupe d'origine. Donc il y a eu rien à changer de ce côté-là, quoi. C'était les mêmes qu'à l'époque. Sinon, d'ailleurs, je pense qu'on l'aurait pas fait si ça avait été dans d'autres circonstances. Donc c'est à la demande d'un ami qui nous a demandé pour son anniversaire si on pouvait pas jouer quelques morceaux. On s'est remis à répéter nos vieux standards, l'astronaute maudit, la ronde des fous, et on s'est aperçu qu'en fait on était meilleur qu'avant. Donc on s'est dit, mais en fin de compte, on joue mieux qu'avant. Vous les avez réarrangés, ces morceaux, les tout premiers? On a réarrangé, on en a surtout composé des neufs. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a repris quelques vieux morceaux, dont l'astronaute maudit, qu'on a réarrangé. On a fait une version beaucoup plus actuelle, l'alchimiste aussi, et la ronde des fous. Puis il y a eu Chant barbare, et puis d'autres trucs qu'on a joués, Vol sans escale, qui étaient des morceaux qu'on jouait à l'époque, qu'on tournait régulièrement, qui n'étaient à notre sens, à l'écoute comme ça avec le recul, qui était peut-être un peu trop daté en termes de... Donc on a vraiment pris des morceaux qui nous semblaient avoir du sens encore, et puis les autres, on les a mis de côté, et on s'est remis surtout à avoir des idées, à composer. Le premier, c'était Rue Manchester. On a fait un premier EP avant l'album, donc on a fait un album 6 titres, un mini-album 6 titres, on a repris 3 anciens, et il y avait 3 nouvelles compos sur ce mini LP. Et donc on a fait ça et on s'est dit, ah ben là il y a du matériel, il y a vraiment du matériel pour faire de nouvelles compos. Et là on a recommencé à composer vraiment de A à Z avec une écriture. Moi je me suis dit, bon, est-ce que je peux encore écrire Naufragés du silence? Est-ce que je peux encore être dans l'esprit? Et en fin de compte c'est venu naturellement, c'est comme respirer, c'est comme manger, donc c'était assez naturel et c'est revenu très vite. Et donc les compositions se sont enchaînées à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait très vite, Ben m'a envoyé beaucoup, et c'est ça qui est pratique maintenant, c'est que même si on est distant, on peut s'envoyer beaucoup de fichiers audio et échanger. Et il m'a envoyé pas mal d'idées musicales, puis je me suis mis à écrire, trouver les mélodies de chant, puis on s'est retrouvés. Et c'est comme ça que sont nés les nouveaux morceaux comme Orphée, L'Instant Fragile, les bas-fonds qui étaient un peu plus up-tempo, plus rock. Enfin voilà, donc ça a été très vite, l'album en termes de compo, on a très vite composé un album, quoi. Est-ce qu'il y aura un autre album qui va sortir? En fait, ça reste assez ouvert, on ne sait pas trop. Le Naufragé, c'est un peu cette aventure. Naufragés du silence, c'est l'aventure un peu hors du commun, où on ne sait pas trop. On se laisse porter, en fait. Voilà, par le courant, par les courants. On se laisse porter par les courants. C'est ça, les Naufragés du silence. Donc il y a des moments, je pense qu'on est disposé, et on se dit, voilà, on a tous du temps, de l'énergie. Et là, on est tous un peu repartis sur des trucs un peu différents. En termes, en termes musical, on a peut-être un peu des envies de nouveau réactivées, mais différentes. Mais évidemment, on reste complètement ouvert à de nouvelles idées. Pendant le confinement, on a essayé d'un petit peu rassembler nos forces et se dire qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Je pense que le mieux à faire, c'est de se laisser justement porter, que le désir reste intact et qu'on finisse par de nouveau se retrouver pour faire avancer le bateau ou le radeau, je ne sais pas ce qu'on doit dire ici en l'occurrence, et de nouveau partir vers de nouveaux horizons. Mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de concerts depuis la sortie de l'album. On a fait quelques concerts, on est arrivé... Voilà, on a essayé de passer en radio, on a fait des trucs, on a essayé de diffuser. Ça m'a l'air plus compliqué qu'avant, mais l'album existe, l'album voyage. C'est marrant parce qu'on a du retour petit à petit,
par petites vagues successives. L'album fait son chemin, un peu comme tout ce qu'on produit, c'est-à-dire que ça creuse un petit sillon, il reste dans le cœur des gens, on nous en parle. Moi, je suis fort sollicité pour savoir quand on fait un concert, le prochain concert. Voilà, ça viendra, ça va venir, on ne sait pas quand, peut-être dans 6 mois, dans 1 an. On va se réunir à nouveau, peut-être qu'on voudra de nouveau faire un disque. En tout cas, l'idée est en suspens, quoi. Et le tour des radios, ce sera la dernière question. Vous ne le faites plus? Vous n'allez plus taper à la porte de la RTBF pour dire, voilà, est-ce que vous pouvez passer notre disque? C'est différent ici maintenant, c'est devenu assez hermétique. C'est un peu peut-être une question de génération, une question de mode de fonctionnement. J'ai l'impression que les programmateurs sont plus difficilement joignables, que les structures sont différentes. En tout cas, on a essayé de travailler avec un management ces derniers temps, enfin je veux dire ces derniers mois, et on a tenté de trouver des ouvertures, surtout du côté du marché français aussi. Mais ici en Belgique, on a le sentiment, nous, que c'est plus compliqué qu'avant. On va plus avec son disque en disant ouais, passez notre disque. Maintenant, c'est plus compliqué. Il y a des canaux différents, on rentre. C'est un peu des choses qui nous échappent, mais moi, j'aime assez bien l'idée qu'il faut pas les forcer, pas trop forcer le désir des gens. Donc c'est quelque chose qui doit, voilà, il faut en même temps se manifester, mais il faut savoir aussi laisser vivre un bébé, lui dire bon voilà, on verra ce que ça donne. Je pense que le morceau, il y a par exemple. Via les podcasts, on était très étonnés. Les podcasts ou les plateformes de téléchargement, Orphée est streamé pas mal. Donc c'est assez gai de s'en apercevoir. Il fait son bonhomme de chemin. Je crois que les Naufragés du Silence ont toujours fonctionné comme ça. On crée un public, comme on l'a eu au Botanique, des gens qui sont arrivés, quelques personnes qui sont arrivées en nous disant ça fait des années qu'on attend ça, qu'on serait des naufragés, et qui ne nous connaissaient pas, qui nous ont découvert après, qui nous ont découvert dans les années 2000 et qui se sont révélés être curieuses, et qui sont on ne savait pas que vous étiez encore là. Donc c'était assez drôle. Et en même temps, moi j'aime bien cette idée. En tout cas, cette vie du groupe auprès des gens, elle me convient bien. Maintenant, évidemment, c'est vrai qu'on ne va pas cracher dessus si on est sollicité pour faire des concerts. Mais les circuits, en tout cas, voilà, maintenant, c'est-à-dire, dernier concert, on a joué au Botanique, on a joué à la Tour à Plomb, on a fait un très beau concert à la Tour à Plomb. En termes de plaisir, on a pris énormément de plaisir à faire ce concert, au Botanique aussi, avec Antoine Hénaud. Le dernier concert qu'on a fait, c'était en juin dernier, à la Ferme du Prince, qui était à Rixensart, dans d'excellentes conditions. Donc on a vraiment, les derniers concerts qu'on a fait, on a veillé à ce que les conditions d'accueil soient très bonnes. Et pour nous, ça est devenu indispensable. On va accueillir les gens dans des bonnes conditions, avec un bon son, avec un bon environnement. Et pourquoi ? Parce qu'on veut que la qualité soit au rendez-vous en termes d'écoute. Donc ça nous met déjà en parallèle de tout un réseau de cafés-concerts où on ne peut pas apporter cette idée d'excellence par rapport à des plus grandes salles. Mais voilà, on verra. On reste open, de toute façon, on reste complètement ouvert aux propositions, à ce que la vie peut nous proposer, quoi. Ça y est, c'est fini. Merci à vous, Jean-Vanessa, d'avoir fait découvrir à tous ceux qui nous écoutent l'histoire de ce groupe, Les Naufragés du Silence. Je rappelle, votre premier album qui est sorti en 2020 s'appelle Orphée. Il est en vente chez tous les bons disquaires et sur diverses plateformes numériques comme Deezer, Spotify ou iTunes. Avant que vous qui nous écoutez, vous allez faire autre chose, n'hésitez pas, likez ce podcast. Vous pouvez bien sûr le partager avec vos amis et votre communauté. Vous pouvez vous y abonner. Et puis bien sûr, si vous avez envie, faites un petit commentaire. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve très bientôt. Comme je dis toujours, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt.